Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Le théâtre de Jean-Paul Sartre devant ses premiers critiques. Tome 1. Les pièces créées sous l'occupation allemande, Les Mouches et Huis clos. Tübingen, Paris, Gunther Naar Jean-Michel Place, 1986. Deuxième édition 2001 avec préface de Michel Winnock, L'Harmattan. Sartre, Vichy et les intellectuels. L'Harmattan 2001. Lire. La naissance du phénomène Sartre. Raison d'un succès, 1938 à 1945. Ouvrage collectif. Le Seuil 2001. Édition. Sartre devant la presse d'occupation. Le dossier critique des Mouches et Huis clos. Presse universitaire de Rennes, 2005. Lire. 50 ans après le deuxième sexe, Beauvoir en débat. Dossier dans Lendemain numéro 94, 1999. Lire. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Le livre fondateur du féminisme moderne en situation. Ouvrage collectif. Honoré Champion, 2004. Édition. Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir. Anthologie des premiers comptes rendus, 1949 à 1951, comprenant l'enquête de F. Mauriac dans Le Figaro, presse de l'Université de Paris-Sorbonne 2004. Lire Sartre et les Juifs. Ouvrage collectif. La découverte 2005. Beauvoir dans tous ses états. Talandier 2007. Avertissement. Le présent volume fait suite, d'une certaine manière, au recueil que j'ai publié en 2001 chez le même éditeur sous le titre Sartre, Vichy et les intellectuels. Il s'agit de textes déjà parus en divers endroits, pour l'essentiel entre 2006 et 2013, en particulier sur Sartre pendant l'occupation, comme le titre l'indique. L'invitation à intervenir dans des colloques ou à contribuer à un numéro spécial sur les philosophes face au nazisme m'a donné l'occasion de repenser certains sujets à la lumière de nouveaux documents d'archives et des avancées de l'historiographie sur l'époque. Si les conclusions de ce que j'avais écrit avant n'en sont pas infirmées, elles en ressortent toutefois approfondies, enrichies et nuancées. Elles montrent une fois de plus l'infinie complexité des situations et des attitudes qu'on a tort d'homogénéiser dans un sens ou dans un autre, comme le font la plupart. On verra que, dans une partie des comptes rendus de livres que j'ai reproduits, je corrige les auteurs au niveau des faits. Il semble en effet que, pour accepter un manuscrit, ce soit souvent le nom de l'auteur qui importe à certains éditeurs ainsi qu'un contenu qui ne contredise pas l'opinion dominante dans les médias. Y a-t-il encore des lecteurs, dans des maisons d'édition, qui font des vérifications ? Il est évident que les éditeurs ne peuvent pas contrôler chaque détail, mais quelques-uns des comptes rendus que l'on trouvera dans ce volume montrent qu'il y a des limites. J'ai pu mesurer l'indignation d'une bonne partie des commentateurs lorsque j'ai rectifié, dans le Huffington Post du 19 février 2013, des affirmations sur Beauvoir faites par Michel Onfray qui, de surcroît, prétendait s'appuyer sur l'un de mes livres. Dans ces commentaires, il était souvent question de censure et de liberté d'opinion. Liberté d'opinion au niveau des faits ? Mais dépouiller des archives, chercher des documents d'époque ou simplement s'informer de l'état des lieux prend du temps, un temps que certains sartriens préfèrent économiser pour l'investir dans la rhétorique et la diffamation. Je reprends dans ce volume ma réponse à une telle diffamation à mon égard à propos de ce qu'on appelle l'affaire du lycée Condorcet. La controverse sur la prise du poste par Sartre, à la rentrée 1941, comme titulaire d'un collègue juif révoqué. Il y eut une réplique à ce texte par Claude Lanzmann qui signale qu'une obscure chercheuse bavaroise, moi, perdant tout sens des hiérarchies sikh et mesures, s'en prit à lui-même au lieu de se contenter du personnel des étages inférieurs dont Lanzmann répète les propos sans apporter aucun élément nouveau. On sait que Sartre, dans les querelles qu'il a menées, ne se comportait pas précisément comme un enfant de chœur, mais face à une telle prétention se fondant sur une seule œuvre dont le succès a été grandement favorisé par la conjoncture, il a dû se retourner dans sa tombe, peu importe l'objet de la controverse. Ingrid Galster. Mülheim, juin 2014. Étude. Sartre sous l'occupation, nouveau document d'archives. Les 50 ans de la mort de Camus en janvier 2010 ont été, une fois de plus,
l'occasion pour les médias français de souligner la clairvoyance de l'auteur de L'homme révolté face à l'aveuglement de Sartre, symbole de l'erreur politique et bouc émissaire d'une gauche reconvertie. L'autre point fort des médias concernant l'itinéraire de Sartre, l'occupation allemande, n'est pas pour autant négligé. 30 ans après la mort de l'auteur des Mouches, l'image d'arriviste sous la botte reste entière sauf pour ceux qui, afin de mettre plus en valeur les erreurs de Sartre après la guerre, blanchissent son attitude pendant. Ce sont ces vues schématiques qui justifient l'intérêt porté à chaque nouvelle archive, à chaque nouveau document susceptible de préciser davantage l'attitude de Sartre durant les années noires. On en commentera ici quelques-uns. Les mouches au CNE. L'un des reproches adressés à Sartre est d'avoir soumis les mouches, pièces revendiquées résistantes, à la censure allemande. Mise en cause par Malraux dès 1959, il répondit : si la pièce a été présentée à la censure allemande, c'est après un débat au Comité national des écrivains où il avait été décidé qu'il fallait la faire jouer, parce que de telles pièces aidaient à démystifier le public, même si elles ne pouvaient montrer la vérité que sous le voile. Ce souvenir, confirmé par Jacques Debus-Bridel et Michel Leiris, a été dévalorisé par Vercors dont Pierre Assouline rapporte les propos. Au CNE, organisation clandestine des écrivains opposants sous l'occupation, on se serait autorisé beaucoup de choses verbalement entre membres du comité comme ça. Qu'il n'y eut pas unanimité au sein du CNE, même sur le long texte apologétique que Michel Leiris consacra à la pièce dans les lettres françaises clandestines, une lettre de François Mauriac à Jean Blanza en témoigne. Mais malgré les luttes intestines qu'on se livrait souvent à l'intérieur de cet organisme, on était pour. C'est ce que l'on apprend dans une lettre de Jean Tardieu adressée en juin 1943 à René Tavernier, et récemment reproduite dans un catalogue d'exposition. Quant aux mouches, je vais les voir demain soir. Ici hier au CNE, les avis sont partagés mais dans l'ensemble la réaction est qu'il faut soutenir cette pièce. Tardieu confirme donc les propos de Sartre. Un dîner avec des Allemands et des collaborateurs. Si Sartre était contesté par Mauriac, c'est que ce dernier avait été gravement attaqué par son cadet dans le numéro de février 1939 de la NRF. Mais surtout certains communistes se méfiaient de lui. De fait, le nom de Sartre se trouvait entre Monterland et Chateaubriand, président du groupe Collaboration et fervent admirateur de Hitler sur une liste noire imprimée en zone sud, circulant au début 1943 et dont on leur attribuait l'origine. Sartre y était présenté comme un disciple de Heidegger et, par conséquent, un séide du national-socialisme. Or, L'être et le néant ne parut qu'en été 1943 et pouvait donc difficilement alimenter ce jugement. Une autre archive jusqu'à présent sinon inaperçue, du moins inexistante dans la littérature critique pourrait justifier la méfiance vis-à-vis de Sartre parmi certains écrivains résistants. Dans l'un des entretiens inédits menés au début des années 70 avec John Gérassi, le fils de ses amis Fernand et Stépha, en vue d'une biographie politique, Sartre mentionne un dîner auquel il aurait participé avec des Allemands et des collaborateurs, entre autres Monterland, dans un restaurant près de la Madeleine dont il ne se rappelle plus le nom, Lucas Carton. C'était après avoir accepté, contre l'avis de Simone de Beauvoir, la chronique littéraire dans Commoedia, acceptation reconnue très vite comme une erreur. René Delange, le directeur de l'hebdomadaire culturel, ayant eu du mal à l'imposer aux occupants, l'y aurait entraîné. Pendant ce dîner, un Allemand, lecteur avant la guerre, Allen Ulm, qu'il avait connu de loin, lui aurait adressé la parole. Il ne peut s'agir que de Karl-Heinz Bremer qui occupa cette fonction entre 1936 et 1938, et qui avait traduit Monterland en allemand. Nazi convaincu, il était devenu directeur adjoint de l'Institut allemand. Cette rencontre, poursuit Sartre, lui aurait été reprochée après la guerre. Mais peut-être déjà pendant, ne pourrait-elle pas expliquer l'existence de son nom sur la liste noire ? Sans doute pour ne pas fournir d'arguments aux ennemis de Sartre, ni Gérassi dans le livre qu'il a tiré de ses entretiens, ni les éditeurs des œuvres romanesques de Sartre dans la Pléiade, qui les utilisent pour l'abondante chronologie précédant le corps de l'ouvrage, ne mentionnent cet épisode. Mais on peut le soupçonner à l'origine de la fougue vengeresse, dirigée par Beauvoir contre Monterland dans le Deuxième Sexe, fougue remarquée par plusieurs critiques et qui ne prend pas seulement pour cible l'auteur misogyne. Un rapport des renseignements généraux.
Quant à la censure allemande, on a beaucoup contesté les mémoires du lieutenant Heller parus longtemps après les événements, parce qu'il s'y présente comme protecteur des écrivains résistants. Dans le cas des mouches, Heller affirme que la propagande fut alertée pendant les répétitions par des Français qui prétendaient y voir une pièce résistante. Heller, alors déjà en poste à l'ambassade, aurait accompagné le responsable de la propagande à une répétition, et malgré les allusions à l'actualité qui ne lui auraient pas échappé, aurait rassuré les autorités. Aucune preuve contemporaine n'ayant subsisté, on y a vu une simple auto-justification. Or, dans ses recherches sur Charles Dullin, le metteur en scène des Mouches en 1943, Chantal Meyer-Plantureux a trouvé récemment aux archives de la préfecture de police une notice des renseignements généraux datée du 14 janvier 1943. La voici in extenso. Le bruit court que M. Charles Dullin aurait l'intention de monter en avril prochain, au Théâtre de la Cité, une tragédie intitulée Les Mouches, dont l'auteur est M. Sartre, professeur agrégé de philosophie. À ce sujet, certains prétendent que la présentation de cette nouvelle pièce qui serait, dit-on, une apologie de la liberté, risque de provoquer des réactions, notamment de la part des milieux universitaires où l'auteur passe pour avoir manifesté des sympathies au parti d'extrême gauche avant la dernière guerre. On ajoute également que c'est pour être agréable à sa maîtresse, Madame Simone Jolivet, femme de lettres, apparentée, dit-on, à M. Sartre, que M. Charles Dullin aurait accepté de présenter cette pièce sur la scène du Théâtre de la Cité. Rapport des renseignements généraux, archives de la préfecture de police. M. Sartre Jean-Paul, né le 4 juin 1905 à Paris, professe actuellement au lycée Condorcet. Auteur de talent, il a écrit avant la guerre une pièce intitulée Tsar Lénine, qui a été jouée pendant plusieurs semaines au théâtre de l'Atelier. Il est domicilié 23 avenue de Lamballe. C'est donc une dénonciation en règle dont on ignore l'origine, et qui authentifie du moins en partie le souvenir de Heller et les prétentions de Sartre et de Beauvoir à propos de la nature opposante des mouches. Une déposition au procès d'Abel Bonnard. Que cette nature fut incontestée pendant une longue période après la guerre, sauf dans des milieux d'extrême droite, c'est ce que révèlent encore les questions que le juge d'instruction posa à Sartre lors de la déposition que celui-ci fit en 1959, au moment de la purge de contumace d'Abel Bonnard, ministre de l'Éducation nationale sous Vichy. Le procès-verbal reproduit dans l'annexe n'a pas encore été commenté jusqu'à présent. Tout d'abord, pourquoi Sartre a-t-il été auditionné ? Selon un article nécrologique paru dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, il se serait présenté spontanément, propos que l'inventaire du fond ne permet pas de confirmer. L'intérêt supposé de Sartre pour déposer contre Bonnard ? Maurice Gaït, l'auteur de l'article nécrologique, fait allusion à une affaire qui en 1991 sera révélée au grand jour. Le recteur de l'Académie de Paris demanda en avril 1942 la révocation de Beauvoir et de Sartre, tous deux professeurs de Cagnes. Soupçonnés d'être demeurés trop libres, ils n'étaient pas jugés aptes à éduquer leurs élèves dans l'esprit de la Révolution nationale, en particulier Beauvoir, contre qui la mère d'une ancienne élève avait porté plainte pour incitation de mineurs à la débauche. Malgré un non-lieu, Beauvoir fut exclu en juin 1943 de l'Éducation nationale. Sartre, lui, garda son poste. Maurice Gaït, à l'époque directeur adjoint du cabinet d'Abel Bonnard, est extrêmement bien informé sur l'affaire. Selon le témoignage de ses amis, il était au premier rang de ceux qui auraient retenu la plume d'Abel Bonnard, prêt à signer l'exclusion de Sartre. Le juge d'instruction était-il au courant de ces événements ? Rien ne perce dans ces questions. Sartre, il est vrai, est interrogé au sujet de certains désagréments ou brimades administratives qu'il a pu subir sous l'occupation, mais en relation avec sa position personnelle qui était connue, c'est-à-dire sa position politique contestataire face à Vichy. La plus grande partie de la déposition concerne du reste la psychologie du collaborateur telle que Sartre l'avait cernée en 1945 dans un fameux article que le juge d'instruction a lu et dont il verse des extraits au dossier de la procédure. Lorsqu'on lui demande dans quelle mesure cette théorie s'applique à Abel Bonnard, Sartre répond en répétant la thèse de la désintégration exposée dans son étude sans avoir besoin de mettre les points sur les i. L'homosexualité de Bonnard était notoire. Il va presque jusqu'à pousser l'heuristique à l'empathie,
quand il explique les motifs que les collaborateurs ont pu avoir pour leur attitude. L'indulgence de Sartre surprend. Beauvoir, deuxième à l'agrégation de philosophie de 1929 et brillamment noté lors des inspections, dut après tout à Bonnard la perte de son poste et de son traitement, déficit que Sartre, à en croire ce qu'il dit à John Gérassi, essaya de compenser en écrivant des scénarios pour Pathé. A-t-il épuisé son potentiel d'agressivité en écrivant Huis clos, pièce que l'on peut lire comme réplique à l'exclusion de Beauvoir? A-t-il d'autres chats à fouetter en 1959? A-t-il voulu éviter que l'un des avocats de l'ex-ministre expose l'affaire de 1942-43 devant la Cour, comme l'insinue Maurice Gaït, apparemment au courant de la retenue de Sartre, lequel n'a pourtant pas témoigné au cours des audiences du procès? Difficile à dire. Ursula Tidd impute en tout cas le silence gardé par Beauvoir sa vie durant sur ses relations féminines à l'effet disciplinaire qu'aurait exercé sur elle l'enquête judiciaire de 1942. Une déclaration sur l'honneur différé. Un dernier document récemment mis au jour concerne encore l'activité de Sartre comme professeur. Il s'agit de la déclaration que les enseignants devaient signer à la rentrée 1940, affirmant sous la foi du serment n'être ni affiliés à la franc-maçonnerie ni juifs. Beauvoir avait signé comme tous les fonctionnaires s'il voulait continuer à travailler. On sait que cette déclaration fit l'objet d'un grand débat entre elle et Sartre lorsque ce dernier rentra de captivité fin mars 1941. Sartre blâma Beauvoir, désorienté par la raideur de son moralisme. On put cependant supposer qu'il avait dû faire la même déclaration, puisqu'il reprit son poste au lycée. Mais en 1989, les propos de Sartre tels que les reproduit John Gérassi nous apprenaient le contraire. Castor and argued about it. She said that my dogmatism was stupid, didn't serve anything, that I should sign so I could have a job and money to do what I wanted to do, which was to set up a resistance group. I had told her as soon as I had returned from camp. Anyway, she was right of course, but I refused to sign. I was too full of the camp, of my decision not to compromise. But that wasn't a political decision, it was moral. Fortunately, the Inspector General of Education was a secret resistant, and they gave me my job back at the lycée Pasteur anyway. Selon cette citation, Sartre aurait donc bien refusé de signer, mais quand même continué à enseigner. Quelle surprise alors de lire la déclaration suivante, datée du 20 mai 1941, que Fabienne Federini a trouvée aux Archives nationales. Je sous-signais, Jean-Paul Sartre, professeur de philosophie, déclare sur l'honneur n'avoir jamais appartenu à l'une des organisations définies à l'article 1 de la loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes. Je prends l'engagement de ne jamais adhérer à une telle organisation, au cas où elle viendrait à se reconstituer. Les associations secrètes englobent évidemment la franc-maçonnerie. La déclaration se trouve en contradiction flagrante avec les propos de Sartre rapportés par Gérassi. Refoulement ou mensonge? Ni l'un ni l'autre, car Sartre dit à un autre moment qu'il a résisté pendant un certain temps à signer et qu'il a fini par adopter le point de vue de Beauvoir, précision dont Gérassi ne tient pas compte. Conclusion. Que retenir de ces 5 documents? Même si on peut souhaiter aujourd'hui que Sartre n'ait pas fait certains compromis, et bien qu'il ait commis des erreurs au début de l'occupation, son attitude et sa réputation anti-vichiste et anti-allemande sont dans l'ensemble réaffirmées. Peut-être devrait-on moins se méfier de Sartre que de certains de ses biographes. Annexe. Procès-verbal de l'audition de Jean-Paul Sartre figurant dans le dossier d'instruction contre Abel Bonnard, reproduit sans correction ni modification. Haute Cour de justice. Cabinet de Guy Ressac. Monsieur Jean-Paul Sartre, agrégé de philosophie, homme de lettres. 4 février 1959. Déposition. L'an 1959, le 4 février à 14h30. Devant nous Guy Ressac, conseiller à la Cour d'appel de Paris, membre de la commission d'instruction près la Haute Cour et secrétaire général de cette haute juridiction, en notre cabinet, à Paris, assisté de Mr. Holbeck, greffier-chef assermenté. Et comparu le témoin ci-après nommé, auquel nous avons donné connaissance des faits sur lesquels il est appelé à déposer.
Appelé hors la présence de l'inculpé après avoir représenté la citation à lui donner, prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et enquis par nous de ses noms, prénoms, âge, profession et demeure, s'il est domestique, parent ou allié des parties et à quel degré, le témoin nous a répondu et fait sa déposition ainsi qu'il suit. Sartre, Jean-Paul, âgé de 53 ans, homme de lettres, domicilié à Paris 6e, 42 rue Bonaparte SIC, et n'être ni domestique, ni parent ou allié de l'inculpé. Et si, je suis professeur de philosophie. J'ai été nommé sur rapport de l'inspecteur Davy professeur de première supérieure, en octobre 1941. J'ai enseigné la philosophie en première supérieure et en mathématiques élémentaires au lycée Condorcet, d'octobre 1941 à octobre 1944, date à laquelle j'ai abandonné librement l'enseignement pour me consacrer à des travaux littéraires. Auparavant, j'avais été prisonnier jusqu'à fin mars 1941. Je vous demande, monsieur, d'évoquer ceux de vos souvenirs de professeur qui se rattachent au temps de l'occupation. Votre enseignement a-t-il été gêné, compromis ou bridé à cette époque par le pouvoir, et dans l'affirmative, dans quelles conditions? Votre position personnelle qui était connue, vous a-t-elle valu sinon des persécutions, du moins des désagréments ou des brimades administratives? Votre liberté intellectuelle a-t-elle été atteinte sous une forme quelconque? Je vous indique que ma question vaut plus particulièrement pour la période allant du mois d'avril 1942 au mois d'août 1944. Compte tenu des précautions que l'on doit prendre pour ne pas imposer à des élèves telle ou telle opinion, précautions que j'ai toujours prises durant ma vie de professeur, je puis dire que sous l'occupation je me suis exprimé en chair avec une parfaite liberté. Je n'ai jamais eu aucun rapport direct avec le pouvoir et n'ai jamais subi de pression en son nom. Mes seules relations de métier ont été avec les fonctionnaires, les administrateurs qui avaient mission de contrôler notre enseignement au point de vue de sa qualité. Ma position personnelle ne m'a jamais valu de brimades ou d'ennuis administratifs. Cependant, le ministère avait tous les moyens de la connaître par suite de deux faits précis, en particulier la publication en Suisse d'un recueil en langue française qui groupait les articles d'un certain nombre d'écrivains appartenant au CNE, Comité national des écrivains, dont j'étais, et la représentation d'une pièce de moi, Les Mouches, au théâtre Sarah Bernard, dit à l'époque le théâtre de la Cité, pièce dans laquelle, à travers les symboles assez transparents, je prenais position contre le gouvernement de Vichy. Dans ce second cas, malgré les critiques des journaux de Paris qui très évidemment avaient décelé mes intentions et qui reprochaient en outre à la pièce son immoralité, le ministère de l'Éducation nationale n'intervint d'aucune manière auprès de moi. Il en avait été de même dans le premier cas. Je tiens à ajouter que la protection discrète mais certaine de hauts fonctionnaires qui partageaient mon opinion politique et qui ne voulaient pas collaborer avec les Allemands a dû contribuer à favoriser ma liberté d'expression. Dans votre ouvrage intitulé Situation, tome 3 dont j'ai fait annexer plusieurs extraits au dossier de la procédure, vous avez analysé la psychologie particulière de ce type d'homme assez caractéristique qu'est le collaborateur. Après avoir constaté que la collaboration existe à l'état latent, dès le temps de paix, dans toutes les collectivités et constitue donc une sorte de vocation soumise à certaines lois sociales et psychologiques, vous écrivez sur ce point. Il n'y a pas eu chez nous de grosses surprises. Il suffisait de connaître Déa ou Bonnard avant la guerre pour trouver naturel qu'ils se soient rapprochés des Allemands victorieux. Je vous demande, monsieur, en ce qui concerne plus particulièrement Abel Bonnard, de bien vouloir me préciser quelque peu votre pensée? Je tiens d'abord à préciser que le mot de connaître dans le texte cité signifie uniquement connaître par leurs écrits les hommes auxquels il est fait allusion. Je n'ai jamais rencontré Abel Bonnard, mais j'ai lu de lui des livres et des articles qui m'ont permis de me faire une opinion sur sa personne et sur ses conceptions. Je ne peux plus me rappeler les titres des articles de lui que j'ai lus dans la période qui précède la dernière guerre. Cependant, je me rappelle nettement que plusieurs de mes amis et moi, nous étions frappés par ce que j'appellerais son culte de la force, son enthousiasme pour la guerre, son hostilité envers la démocratie qu'il confondait avec le règne des masses et par son admiration pour un certain nombre de gens et pour certaines attitudes qui se sont caractérisées plus tard comme des personnes et des attitudes antisémites.
Si vous me demandez mon opinion personnelle telle que je l'ai exprimée dans l'article cité, je vous dirai que j'attribue le fait de collaboration à l'action de certaines forces sociales de désintégration. Ces forces peuvent être de différentes espèces. Il n'est pas douteux qu'Abel Bonnard semble, par sa brillante carrière littéraire, très intégré à la société française du premier demi-siècle. Cependant, il peut exister aussi des contradictions d'origine personnelle entre les impératifs de la société où l'on vit et ce que l'on pourrait appeler les impératifs particuliers de l'individu. Sur ces conflits profonds peut se fonder un ressentiment de l'individu, même au sein de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.